à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de mardi dernier, disponible en replay sur la chaîne YouTube des Rois du Bitcoin. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, vous abonner, liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, et commenter. Je lis tous les commentaires sans exception et prends un réel plaisir à y répondre. D'ailleurs, il y a d'excellentes questions qui ont été posées lors de la vidéo de mardi. J'avais dit « je vends tout maintenant ». On va y revenir bien évidemment et on va surtout répondre à quelques questions pour aller un tout petit peu plus loin de ce qu'on peut retrouver actuellement sur l'ensemble des médias et des réseaux sociaux. J'aimerais vraiment vous diriger dans cette direction-là et on va se poser la question. Quel est le meilleur moment pour vendre? On répond à cette question, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des Rois du Marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois, qui est toujours d'actualité aujourd'hui sur un nombre incalculable de nos crypto-monnaies préférées. N'hésitez pas à aller la télécharger plus de 15 000 fois, complètement gratuit. Si vous voulez aller plus loin, vous avez la possibilité de rejoindre l'Académie des Rois. Plus d'une centaine de personnes aujourd'hui nous ont rejoints. On est entre une dizaine et une vingtaine en live, tous les midis, les lundis, les mardis et les jeudis, pendant 1 heure à 1 heure et demie. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans vos investissements, faire partie des 1% les plus riches, reprendre l'intégralité des replays. Actuellement, c'est plus de 70 heures de replay disponibles sur l'Académie. N'hésitez pas à venir y faire un petit tour. Les liens seront dans la description. Bon, on va parler Bitcoin. On va répondre à cette question. Quel est le meilleur moment pour vendre? Et reprendre ce qu'a dit Gary Gensler. Bien qu'ils aient accepté les ETF au comptant, tant attendus par la cryptosphère, et il serait logique de le penser, beaucoup de très gros portefeuilles. Il n'approuve, ni valide, ni confirme Bitcoin en tant que protocole. Dans sa tête, ça reste extrêmement clair. Il n'y a pas besoin de Bitcoin pour les États-Unis, il n'y a pas besoin de Bitcoin pour le reste du monde. Mais la pression était telle qu'il a fini par accepter ce type de produit, notamment au comptant, et qui peut avoir un impact significatif sur le cours et sur le prix de Bitcoin. Bon, ça c'était la première question. Est-ce que nous avons ou pas pricé les ETF Bitcoin? La réponse est oui. Maintenant, et c'est bien légitime de se le penser et de se le dire, est-ce que ça va pumper? Est-ce que ça va dumper? La réponse en fait elle est extrêmement simple. Pour y répondre, mettez-vous à la place actuellement des insiders, des opérateurs de marché, du public ou du consensus si vous voulez. Est-ce que cet ETF Bitcoin surpasse les attentes? Si la réponse est oui, dans les 6 prochains mois, ça va pumper. Et pumper franchement. Si c'est en deçà des attentes, à ce moment-là, attendez-vous à un dump. Et ça va probablement dumper franchement. Les attentes, on les connaît. Vous savez, le marché a toujours la même mécanique, c'est de tenter de pricer un avenir dans les 6 à 12 mois. Bon, les 6 à 12 mois, on les a. En réalité, c'est grosso modo jusqu'à 100 milliards de dollars prêts à être investis dans Bitcoin, et notamment au sein des ETF, entre 50 milliards et 100 milliards. Si on reprend un petit peu dans le passé, on sait déjà à peu près combien a été investi dans les anticipations de ces ETF Bitcoin. C'est grosso modo entre 10 et 15 milliards de dollars. On parle ici d'ailleurs que les requins et les baleines ont déjà acheté 2,14 milliards de dollars en Bitcoin depuis le 17 juin. Et 17 juin par rapport au 11 juillet. Donc, on avait déjà commencé à pricer en réalité ces anticipations d'acceptation potentielle, probable, possible à ce moment-là par rapport au dépôt de BlackRock. C'était la vingtaine de juin 2023. Et ici, grosso modo, on sait que là, il y a à peu près 2,3 milliards, 2,4 milliards de dollars de Bitcoin qui avaient été achetés, puis une accumulation pour se retrouver ici entre 10 et 15 milliards de dollars de Bitcoin qui ont été capturés en anticipation des ETF Bitcoin. Bon, on sait que ça accumule. Maintenant, je vous fais juste une petite rétrospective par rapport à ce que ça représente, les ETF au niveau mondial. Quel est le montant total des investissements en cash dans ces ETF? C'est extrêmement simple. 10 000 milliards de dollars aujourd'hui investis dans les ETF. Dès lors, en termes de bon sens, même si on peut partir du principe que ça a déjà été investi, notamment sur les contrats à terme et sur d'autres ETF qui existent au Canada, qui existent en Europe, qui existent à peu près partout dans le monde, au nombre de, me semble-t-il, 5 ou 6
juste avant les acceptations au niveau des US. Je crois que c'est 5 ou 6 bitcoins au comptant qui étaient disponibles à travers le monde, donc dans les pays occidentaux. Donc techniquement, j'imagine que les institutionnels pouvaient déjà investir dessus. Si on prend juste 1% de ces 10 000 milliards de dollars, c'est 100 milliards de dollars. Donc si aujourd'hui, l'ensemble des investisseurs qui sont investis dans ces ETF-là décident, ou à travers leur gestionnaire de fonds, décident de décrocher 1% du montant global des ETF actuellement en termes de valorisation, en termes de cash, en termes de fiat, en termes d'investissement, c'est 100 milliards de dollars qui devraient être injectés dans Bitcoin. Maintenant, il faut se poser une question extrêmement limpide. On joue quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on joue? On joue Bitcoin? Ou on joue plutôt le top crypto des proof of work? Je m'explique, si on a accepté un ETF Bitcoin Spot, parce que celui-ci ne serait donc pas considéré comme une securities, alors on peut peut-être aller se diriger vers l'altcoin, on peut peut-être se diriger vers Dogecoin, on peut peut-être se diriger vers Ethereum classique, on peut peut-être se diriger vers Bitcoin Cash, ou encore Caspa, ou encore d'autres cryptos qui sont actuellement sous le protocole du Proof of Work. Donc potentiellement commodities et donc exclus du terme de securities par rapport à la SEC ou comment la SEC le voit. Ça, je trouve ça intéressant parce que c'est déjà en train de se voir en réalité juste ici. Je ne sais pas si vous l'avez vu comme moi. On va essayer de le reprendre ensemble. C'était où j'avais trouvé ça? Voilà, juste ici. Vous prenez le top des cryptos et Proof of Work. Je ne sais plus parce que c'était la Bitcoin. Après, vous avez Dogecoin qui pousse 5%. Vous avez Litecoin qui pousse également 5%, 7% depuis 7 jours. Vous avez Bitcoin Cash qui pousse 7% également, voire 10% depuis 30 jours. Vous avez Ethereum Classic qui explose littéralement. Puisqu'on est en train de jouer quoi là actuellement? Et c'est un petit peu le consensus ou le narratif qu'on est en train de nous vendre. Les ETF Ethereum. C'est clairement l'ETF Ethereum qui est en train d'être joué actuellement. Et on y vient vis-à-vis de Ethereum classique. Pourquoi? Parce que c'est le proof of work, si vous voulez, d'Ethereum. Initialement, historiquement. On peut aussi jouer les proof of stake, qui peuvent être considérés comme des securities puisqu'il y a eu initialement des ICO. Ça peut être éventuellement comme Ripple, ça peut être comme Ethereum, ça peut pourquoi pas être Atom Cosmos, ça peut pourquoi pas être Polkadot ou encore Avax. Il faudra donc à ce moment-là choisir les plus décentralisés. Il faut bien comprendre quelque chose. Ces cryptos, historiquement parlant, les plus résilientes et les plus décentralisées, plus on aura cette augmentation au niveau d'une possible certitude vis-à-vis des ETF, spot, Ethereum au comptant, plus ces cryptos-là vont s'apprécier. Puisqu'on va toujours chercher les étapes d'après. Le marché ira toujours chercher les étapes d'après. Donc on cherche maintenant, en tout cas si personnellement je souhaite jouer ce type de narratif, je vais chercher les proof of work les plus capitalisés et les proof of stake les plus décentralisés. Ça, c'était extrêmement important. Maintenant, on va juste aller un tout petit peu plus loin. On fera de la technique juste après, mais je me suis dit que c'était intéressant de vous en parler aujourd'hui. Il y a deux petites choses qui sont très pertinentes. C'est ceci, au niveau des ETF qui ont été approuvés. La première barrière à l'entrée par rapport à la spéculation, à l'investissement sur cet ETF au comptant, c'est les fees. Et ce sont les fees. Donc les frais de garde, les frais de transaction, potentiellement qui vont très bien se rattraper sur les spreads. Donc ici, actuellement, on a les long-term fees. Et moi, j'aimerais bien voir juste les spreads. À mon avis, on va probablement rigoler parce que je pense que ça va dépasser allègrement le 1% de fees là-dessus. C'est une quasi-certitude absolue. D'ailleurs, tous les échangeurs ou les brokers qui nous proposent des produits financiers avec zéro frais, zéro machin, en fait, ils se rattrapent très allègrement sur les spreads. Ça veut dire que vous allez vendre quelque chose qui va être, je vais dire une bêtise, vous allez le vendre plus cher que la cotation spot, si vous voulez, au comptant, ou vous allez l'acheter plus cher, vous allez le vendre moins cher ou l'acheter plus cher que la cotation. Et c'est comme ça en fait qu'il se rattrape au niveau des spreads. Et des fois, c'est assez hallucinant en termes de variation. On peut trouver des 3%, on peut même trouver des 5%. Il faut le savoir comme ça. Donc ça, c'était la première chose. Donc Fidelity, ça va être du 0,39, voire 0% pendant 6 mois, Invesco, etc. Maintenant, est-ce qu'on sait à peu près combien ça devrait générer sur les premières semaines ou sur les prochains mois? Oui, ils nous le disent en fait au niveau du détail. En fait, sur les 12 premiers mois, BlackRock estime à soit 2 milliards de dollars d'acquisition en termes d'investisseurs qui étaient en early, qui étaient, j'ai presque envie de dire, en promesse d'investissement, 2 milliards de dollars, et jusqu'à 5 milliards pour conserver ses fees à 0,20%.
Grosso modo, il faut le comprendre comme ça. Si jamais on est en deçà des attentes, ça veut dire que si BlackRock, dans les prochaines semaines, il n'a pas fait 2 milliards de dollars, il a fait peut-être 360 millions de dollars dans son ETF, partez du principe que ça va fortement dumper, parce que les attentes seront en deçà du consensus actuel. Maintenant, si c'est pas 2 milliards, mais c'est 7 milliards en fait que BlackRock a réussi à capturer, eh ben on sera largement, on surpassera largement les attentes et Bitcoin devrait très probablement s'apprécier. Pourquoi ? Parce que les anticipations de ces ETF au comptant n'auront pas été convenablement pricées, tout simplement. Donc bien sûr qu'on s'attend à de la volatilité, mais c'est assez intéressant de le regarder comme ça. Maintenant, comment on va trouver ces informations-là ? Bon, bah, c'est extrêmement simple. Actuellement, on ne les a pas, puisque ça va être dans la journée ou demain qui seront disponibles. Donc on pourra regarder sur TradingView, on pourra regarder éventuellement directement sur les sites internet comme BTC ou comme d'autres par exemple. Mais Grayscale, là par exemple, Grayscale, c'est assez intéressant effectivement d'y aller y jeter un coup d'œil. Je crois que c'est juste ici qu'il est. Donc maintenant, il a juste fait une transaction entre son trust et son ETF. Donc actuellement, actifs sous gestion, 28 milliards de dollars sous gestion, 692 000 actions en circulation. Et actuellement en détention, c'est 619 000 bitcoins. Bon, ok. Donc si vous voyez que ici, même s'il est à 1,5% de frais actuellement au niveau de Grayscale, bah vous voyez 36. Ça va être assez puissant. Mais si maintenant vous voyez ici 25, et puis parce qu'ils ont décroché pour payer moins de frais chez BlackRock, et puis chez BlackRock vous ne voyez pas de 2 milliards, mais vous voyez en fait 600 millions, vous avez compris qu'on sera en deçà des attentes. Donc à partir de maintenant, si vous voulez suivre le fondamental, c'est ça qu'il faut regarder. La technique nous aidera à prendre potentiellement des décisions en anticipé en fonction de nos confirmations. Mais le fondamental, on l'a. Ce sont les chiffres. Est-ce qu'on surpasse les attentes ou est-ce qu'on est en deçà des attentes ? Ni plus, ni moins. On continue avec ça. Donc, c'est extrêmement simple. Hein. Ça, on avait toutes les dates. Vous allez chercher GBTC, vous allez chercher ARKB, vous allez chercher IBTC, vous allez chercher BitB, vous allez chercher BTCW, vous allez chercher BTCO, et puis vous regardez en fonction des actifs sous gestion. Ce sera mis à jour régulièrement. Est-ce que c'est en deçà des attentes ? Est-ce que c'est en dessous des attentes ? De toute manière, on le verra si vous suivez Twitter. On le saura assez rapidement si oui ou non ça fait l'effet escompté. Également, ça aussi c'est extrêmement intéressant. Si vous voulez, si vous vous posez la question, est-ce que oui ou non, il y a des gens qui sont à l'extérieur qui s'intéressent au Bitcoin ? Il y a deux choses à poser. Buy Bitcoin, on voit que c'est assez limité, assez mitigé, donc on n'a pas encore connu cette euphorie, ce FOMO sans précédent, et on peut s'attendre à des pics comme on avait connu en 2017 si la sauce elle prend. Actuellement, on ne sait pas si la mayonnaise elle a prise. On sait juste qu'il y a tous les éléments pour pouvoir qu'elle prenne. Ça, c'est une certitude absolue. Maintenant, de là à savoir et de constater et d'anticiper si oui ou non la mayonnaise va prendre, c'est un risque à mesurer. Ok ? Actuellement, clairement pas, même si on voit une forme d'appréciation relativement légère au niveau de buy Bitcoin au niveau mondial. Maintenant, si vous mettez ETF Bitcoin, c'est assez drôle puisqu'on vient de dépasser cette initiative d'acheter du Bitcoin et c'est ce qu'on avait en fait perçu lorsqu'on avait passé en fait cette buy Bitcoin avec ETF Bitcoin. C'était donc en octobre 2021 et je vous remets en octobre 2021, c'était très exactement les tops de marché tout simplement de Bitcoin aux alentours des 70 000 $. Donc à ce moment-là, on était plutôt dans un univers institutionnel. Le public n'était pas là extrêmement majoritairement par rapport à l'historique de Bitcoin. C'est une bulle, c'est clairement comme ça qu'on avait initié le bull run de 2021. Beaucoup de public était de côté puisqu'on était en plein Covid, donc tout allait mal. Donc c'est pas quand tout va mal qu'on s'investit sur les marchés, quel que soit son niveau de valorisation. Maintenant, la cyclicité des Bitcoins fait que les leviers qui a été engagés fait qu'on est parti un petit peu bas au niveau des... On a raclé complètement les surpositionnés, on peut l'appeler éventuellement comme ça. Mais il y a autant de monde, si vous voulez, qui s'intéresse aujourd'hui à Bitcoin en termes de public, en termes de notoriété, en termes de popularité, qu'aujourd'hui, encore il y a quelques mois en arrière. Il faut vraiment le comprendre comme ça. Dès lors, si on doit se poser la question, est-ce que oui ou non, tout le monde se geste sur Bitcoin aujourd'hui ? Je vous donne la réponse. La réponse est non. Je vous donne maintenant une petite fractale, on va faire un tout petit peu de technique extrêmement rapidement pour aller chercher plutôt des time frames ici en mensuel. Je vous donne deux fractales qu'on pourrait éventuellement retrouver par rapport au R. Williams. R. Williams qui permet de délimiter des situations d'absurdité de surachat et de survente. En somme, j'ai tendance à dire que lorsqu'on vient à aller chercher notre moyenne mobile 13 périodes ici en mensuel, en surachat,
On n'achète plus, on vend. Quand on est en survente, on ne vend pas, on achète. Donc si je vends ici, je suis un abruti. Si j'achète ici, je suis un abruti. Actuellement, on essaye de reconnaître une forme de fractal par rapport à presque une cyclicité programmée par rapport à cet EMA, ici 13 périodes, corrélé directement au R-William en 21 périodes. Moi, j'utilise les 21 périodes. Vous pouvez aussi utiliser les 14 périodes si vous voulez. J'utilise les 21 périodes plus utilisées par les institutionnels en termes d'algorithmie. Et ben, on voit bien qu'en fait, on est actuellement en surachat au niveau de notre R-William et on est dans une trend très haussière au niveau de notre moyenne mobile. On a à peu près la même chose ici quand on avait percuté ici quasiment la surachat. On était où au niveau de la surachat? Ben, on était exactement ici au niveau de Bitcoin. Donc ce qui en a suivi, c'est le bull run. On repart un petit peu en arrière. On se retrouve ici, exactement la même situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui en 2016. On passe en surachat. Notre moyenne mobile 13 périodes est plutôt dans une tendance et un trend extrêmement haussier. On va zoomer extrêmement forte. Ce qui suit derrière, c'est un énorme bull run. Donc oui, il y a une correction, mais honnêtement, la correction n'était pas folle, puisqu'on a augmenté par rapport à cette bougie-là, de grosso modo 70%, avant d'aller chercher un premier arrêt et de repartir. Mais si actuellement, maintenant, sur les 46 000, 45 500 $, en fait, est-ce qu'on pourrait acheter le creux aux alentours des 45 000 ? Oui. Personnellement, je le ferai. Je préfère acheter plus tard au même prix que maintenant, dans le risque en fait de voir ma position se déprécier. Puisque je suis déjà investi dans Bitcoin, donc je ne peux malheureusement moi personnellement pas réacheter du Bitcoin, puisqu'on avait acheté à 23 600 $, et l'objectif, réaccumuler à 23 600 $ sur un investissement. On aurait pu faire un investissement, je ne l'ai pas fait, c'était extrêmement baissier avec FTX, etc. Donc c'est toujours la même chose. Quand on capitule, c'est exactement là qu'il faudrait s'intéresser. Et puis maintenant, c'est un tout petit peu tard pour moi, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le swing. Donc je le swingerai très probablement plus cher, mais je suivrai la tendance sur des creux. Exactement la même fractale, juste ici, on partait dans complètement une absurdité de surachat ici. Notre moyenne mobile 13 périodes était relativement axée à la hausse. Derrière ce qui suit, c'est une magnifique explosion haussière. On est passé ici de 26 $ à 260 $ avant de faire un magnifique pullback pour aller sortir tout le monde. Et puis derrière, le bull run a suivi. Et à chaque fois, ce que je vous montre ça, c'est qu'on a dû, sur les creux, acheter plus cher que le signal qui nous avait été donné en mensuel précédemment. Maintenant, si on regarde les signaux en mensuel, j'ai toujours les mêmes. Je vais enlever tout ça. Je vais me mettre ici sur Ichimoku Kinkoyo. On a du mal à passer au niveau de cette magnifique Shikunspan par rapport au prix. On est toujours sous la Tenkan en mensuel. La clôture serait pas forcément très belle si on revenait chercher la clôture de janvier à 42 000 $, voire on pourrait se faire aspirer par la Kingju aux alentours des 37 000 $. Là, ça voudrait dire patience, et on achète les creux, et tous les creux sont menés à être retestés. Ou ça, généralement, sur des premiers arrêts, ni plus ni moins. C'est toujours la même chose. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est exactement ce qui s'était passé précédemment. Vous voyez ici, la Shikuspan qui n'arrive pas à passer. On est passé juste en dessous du prix ici pour après casser le prix, passer au-dessus du prix, Kinjun Tenkan, et derrière, magnifique bull run. Si on prend 26 périodes par rapport à cette situation-là, alors que précédemment, on était plutôt au-dessus du prix, donc ici était plus bullish qu'ici, si vous voulez, je vous le résume comme ça, juste derrière ce qui suivait, c'était le crack Covid 2020. Donc c'est difficile à croire, mais effectivement, il faudrait quelque chose d'autant plus, j'ai envie de dire, catastrophique pour éventuellement essayer d'apercevoir un creux significatif sur Bitcoin. Voilà, c'est à peu près ça qu'il faudrait partir du principe. Dès lors, qu'est-ce qu'on attend pour la prochaine fois ou pour les prochaines semaines, prochains mois, si on devait vraiment calquer notre psychologie par rapport à la situation de marché? C'est toujours la même chose. Consolidation et explosion. Puisqu'on ne peut malheureusement pas anticiper un crack Covid actuellement ou à Black Swan. Même s'il peut arriver, je ne dis pas du tout le contraire. Mais malheureusement, dans cette situation de marché, c'est imprévisible. Un Black Swan, de toute manière, c'est imprévisible. Et la dernière fois qu'on avait reçu cette situation de marché pour faire le petit tour ici, au niveau de notre bougie, c'est clairement ce qui pourrait se passer d'aller chercher là les 33 000, 32 000 $ target d'Hermès. Bon, les plus bas, mais ça, je ne le compte pas. Vraiment, ce Black Swan, je ne le compterai pas, mais ce serait une opportunité en or. Il faut vraiment que ça fasse peur, mais ce serait une opportunité. Derrière, on passe au-dessus au niveau de la Shikuspan et le bull run commence. Dans 3 mois, 3-4 mois, le bull run commence de façon extrêmement agressive. L'objectif, c'est toujours le même. Ce n'est pas d'acheter moins cher pour revendre plus cher. Si vous mettez à la place d'une Whales, ils achètent tout le temps et ils vendent tout le temps. 93% des ordres au marché sont faits d'un point de vue algorithmique, sont faits par des robots. Mais l'objectif des Whales
et partez du principe qu'elles ont déjà, pour la quasi-totalité d'entre elles, qui sont déjà acteurs de ce marché, et non spectateurs de ce marché, sont déjà allègrement investis sur ce marché. Allègrement. Donc leur objectif, c'est pas de nous donner la possibilité d'acheter moins cher. Leur objectif, c'est de nous faire acheter beaucoup plus cher. Il faut bien le comprendre comme ça. Et jusqu'à quel moment on ira chercher du... Je pense que les 100 000 $, ça commence à faire... ça attire du monde, entre guillemets. Et on déplacera bien la valeur d'un point A à un point B, tout simplement. Voilà, vous avez tout. Comme ça, vous avez la représentativité, la représentation de ce qu'on pourrait attendre dans les prochaines semaines, pas en fonction de ce que l'on croit, mais en fonction de ce que l'on voit. Et actuellement, on ne le voit pas. Est-ce que c'est en deçà des attentes? Est-ce que ça surpasse littéralement des attentes? Eh bien, le cours, que vous le vouliez ou non, s'adaptera par rapport à ce fondamental-là. Le fondamental rattrape toujours la technique. Si on parle de technique vis-à-vis du fondamental, le fondamental se met en place notamment sur Ethereum, et Ethereum nous propose quelque chose d'extrêmement intéressant. Magnifique petit breakout par rapport à sa précédente structure. Je vais enlever Ishimoku Kingoyo, plutôt bullish ici. Et on casse par le haut ce magnifique range ou cette consolidation et on réattaque au niveau de ce biseau qu'on avait, ce espèce de raging wedge ici pour aller casser au-dessus. Les réintégrations, ce que ne veut pas le voir les boules, ce sont des réintégrations. Les réintégrations seront très massivement vendues, mais il y aura bien évidemment une information, le pourquoi on a ces réintégrations-là. Donc faites attention à ça. Mais pour l'instant, ça reste haussier. Ethereum, il fallait le jouer, évidemment. Si on a les ETF Bitcoin qui sont validés, on joue Ethereum, principalement pour la raison des ETF au comptant sur Ethereum cette fois-ci. Et pourquoi pas aller jeter un petit œil sur Bitcoin Cash, pourquoi pas aller jeter un petit œil sur Litecoin. Litecoin qui est toujours dans ce play-là. On est parti chercher un petit peu de liquidité. On est toujours dans le magnifique long qu'on avait positionné. Moi, je vois bien un truc, si on commence à parler de Litecoin, plus 100%, plus de 100%, c'est tellement moins capitalisé que ça peut être extrêmement intéressant de le jouer. Ethereum, c'est exactement la même chose. Bitcoin Cash, Dogecoin, exactement la même chose, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc, on va aller chercher un petit peu de liquidité, on garde complètement les supports. Honnêtement, Dogecoin, si on doit jouer un ETF, c'est pas complètement impossible que celui-ci en fasse partie. Mais pas parce qu'on l'aime, pas parce qu'on l'aime pas parce que c'est un scam ou pas parce que c'est une blague. Tout simplement parce que c'est une des cryptos les plus capitalisées. Vous savez, Larry Fink, il ne va pas se poser la question 36 fois. S'il y a des mecs qui sont prêts à mettre 30 milliards de market cap dans une blague, c'est qu'à un moment donné, il y a de l'intérêt. L'objectif, c'est de faire du pognon, c'est pas de faire plaisir. C'est très important. Et surtout que Dogecoin reprend l'intégralité des caractéristiques, à la fois de commodities, à la fois de décentralisation, à la fois de notoriété et de popularité, à la fois de... et tout ce que vous voulez. Vous mettez Elon Musk Gesner, vous avez tout gagné. Voilà. J'espère que je vous ai aidé. J'ai vraiment pas plus de choses à vous dire, hormis que au niveau macroéconomie, nous aurons l'IPC Core et l'IPC annuel au niveau des États-Unis. On attendra, par rapport au consensus, un petit regain au niveau de l'inflation. Ce qu'on veut observer, si on veut jouer le narratif, ce sont des tendances. Ça veut dire on revoit une inflation galopante et on perd le contrôle au niveau de l'inflation. Ça, ce sera clairement pas très positif pour les anticipations de marché. On regardera également le chômage. Il y a une recrudescence au niveau du chômage et on repasse au-dessus des 4, on passe au-dessus des 4,1%. Là, honnêtement, ça commence à avoir des grosses lignes rouges et on plongera en récession. Et ça, ce sera encore une fois pas très agréable au niveau des entreprises et des estimations de bénéfices des entreprises. Et qu'est-ce qu'on recherchera dans des périodes de récession? C'est toujours la même chose, de la liquidité. Et généralement, les premiers qui prennent, ce ne sont pas les obligations d'État. Les premiers qui prennent sont les actions. Pourquoi les actions? Parce que c'est extrêmement facile de récupérer de la liquidité, notamment des actions. Des crypto-monnaies, encore mieux. Si aujourd'hui vous allez sur votre échangeur préféré, que vous vendez vos cryptos et que vous les faites transiter en fiat directement sur votre compte bancaire, honnêtement, c'est soit immédiat, parce que beaucoup d'exchanges maintenant font des virements immédiats. Je crois que Binance aussi faisait des virements immédiats, notamment SEPA, je ne sais pas s'ils le font encore. Bitpanda le fait en immédiat, beaucoup le font en immédiat. Et donc c'est extrêmement facile en 24 heures de récupérer tout son pognon de nos cryptoactifs qui sont actuellement mis en spot, évidemment. Donc si on viendra chercher cette liquidité-là, liquidité qui existe, mais qui est de plus en plus rare. Et on le voit par rapport aux robinets qui sont de plus en plus fermés, en tout cas pour l'économie réelle et pour le public, si vous voulez, puisqu'il faut se rendre à l'évidence. Si vous voulez inviter le retail à venir sur ces cryptoactifs et sur ces marchés dangereux dans le vu de potentiels bénéfices futurs ou gains futurs, il faut qu'on soit confiant. Sinon, ils viendront très probablement pas. Et s'ils ne viennent pas, c'est plutôt les institutionnels qui viennent. Et à ce moment-là, on se retrouve encore une fois dans cette machine à laver. Et si on est bien dans une période institutionnelle, attendons-nous à quelque chose de très connu, c'est ceci.
On avait fait ça sur le Google Graph. C'est une charte qui est extrêmement connue pour celles et ceux qui nous rejoignent. C'est le bull trap. Hein, c'est le bear trap, pardon. Hein, c'est vraiment le sell-off, le bear trap qu'on pourrait éventuellement attendre avant de partir to the moon. Tout simplement. Ça se répète, donc on devrait très probablement s'en prendre une bonne derrière la tête. Est-ce qu'il faut l'attendre? Et aujourd'hui, si je viens de m'intéresser, je viens d'arriver sur les crypto-monnaies et je vois tellement d'informations sur YouTube, etc. Si vous avez cette sensation pour dire que vous loupez le train, et vous avez raison, puisque si il y a une mouche qui vient de vous piquer pour dire j'ai envie d'acheter maintenant, c'est que vous êtes déjà dans un acte d'achat. Donc pour essayer de subvenir à cette émotion, qui est un danger pour tout investisseur et spéculateur amateur, voire professionnel, hein, mais ils l'ont passé depuis bien longtemps, cette étape-là, vous pouvez bien évidemment, sur n'importe quel prix, investir dans Bitcoin. Mais ne mettez pas l'intégralité de votre capital en un coup. Mettez ici 25% de votre position. Au moins, vous êtes dans le train. Vous êtes hors zone, vous achetez un marché vertical, vous êtes dans le FOMO, vous êtes dans l'émotion. Ok, achetez. Puisque de toute manière, vous le ferez. Mais ne mettez pas all-in. Mettez 25% de vos positions. Et si vous avez raison, ok, vous avez l'halving, vous avez tout ce qu'il faut, le truc il n'a jamais tracé, pas de problème. Remettez 25% de votre position et vous gardez 50% de cash. Alors oui, vous n'aurez pas moyenné à 45 000, vous l'aurez peut-être moyenné à 51 000. Qu'est-ce qu'on s'en fout si l'objectif c'est de balancer le truc à 300 000 $? Et si jamais finalement ça retrace un peu, et vous mettez 25% de votre position ou vous attendez une magnifique structure pour doubler votre position dans une zone de rechargement d'achat, tout simplement. Et là, ça devient rationnel. Mais au moins, vous êtes dans le train. Ne vous obligez pas à ne pas acheter. Achetez si vous avez ce besoin d'acheter, si vous avez cette sensation d'acheter. Mais ne mettez pas all-in. L'argent qu'il y a sur votre livret A, l'argent qu'il y a sur votre PEL, l'argent qu'il y a sur votre livret d'épargne populaire, l'argent qu'il y a sur votre compte courant, est peut-être pour vous considéré comme de l'argent que vous êtes prêt à perdre, mais quand on voit des ratios comme ça, clairement, psychologiquement, on n'est pas prêt à le perdre. Donc, découpez-le en plusieurs parties. Mode dollar cost average ou en 4 fois, tout simplement. Et vous allez voir que vous allez pouvoir être dans le train et commencer à vous intéresser à ce magnifique protocole qu'est Bitcoin et à tout l'écosystème que sont les crypto-monnaies. On les jouera, on a encore le temps de les jouer, on en reparlera plutôt demain lors du live par rapport à des crypto-actifs qui pourraient être extrêmement pertinentes, actuellement encore sous zone de rechargement d'achat extrêmement long terme, puisqu'à partir de maintenant, ce n'est plus Bitcoin qu'il faut regarder en particulier, mais c'est plutôt l'ensemble des cryptoactifs les plus résilientes qui ont une chance de le superformer. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain pour le live des rois du Bitcoin, 12h30.